je sais, moi je suis très en colère face au blocage de l'économie, libérer l'économie par les politiciens. Mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles quand même. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va revenir sur les événements qui ont marqué cette semaine encore. Je parle pas de... Bon, allez, on n'en parle pas. Allez, sur l'économie, sur la finance, sur les marchés financiers, évidemment, sur votre argent. Et je sais que vous avez peur à la fois pour vos revenus, c'est pour ça que vous économisez, et pour vos placements. Et vous avez raison. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, j'ai rien trouvé d'autre, c'est Titanic, la situation de la France, la situation politique et ses conséquences, évidemment. On n'est pas là pour faire de la politique, on va parler des conséquences sur l'économie et la finance. La question macro que j'ai voulu poser, surtout à nos économistes, parce que les gens n'y comprennent rien, qu'est-ce qui est le plus important pour nos taux d'intérêt? Est-ce que c'est la croissance, c'est l'inflation, la dette ou la confiance des investisseurs? Le chiffre de la semaine, c'est évidemment les $4 000. $4 000, ce seuil qui a été pulvérisé dans la semaine après un repli vendredi. De quoi la hausse de l'or est-elle le signe? On va en parler tout de suite. En deuxième partie d'émission, évidemment, où va la bourse? Quelles allocations d'actifs? Quel placement privilégié? C'est quoi le placement de la semaine? Le top ou le flop de la semaine? Le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour une émission exceptionnelle? On s'en fout, l'animateur. Il faut surtout des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Je l'écoute, je m'instruis et je le suis sur les réseaux sociaux. L'économiste qui murmure à l'oreille des dirigeants d'entreprise qui doivent être très déprimés en ce moment ou très en colère. Ils sont déprimés ou en colère? Un peu tendus quand même, un peu tendus. Mais ils sont en colère ou déprimés? Très en colère. À peu près autant que vous. Ouais, moi je suis très en colère. Oui, voilà, pareil. Denis Ferrand, vous êtes directeur général de Rexecode, toujours. Oui, tout à fait. Des nuages du cloud au soleil de Sony AM, il n'y a qu'une petite distance que notre illustre Louis de Montalembert, gérant chez Sony AM, a franchi d'un galop de cheval. J'ai perdu en majesté quand même, apparemment. C'est beau ça quand même. C'est très lyrique. Moi j'aime bien. Perdu en majesté. Comme l'a dit l'illustre homonyme de sa société de gestion, il est ici par la volonté du peuple, car il est sur le podium depuis plusieurs semaines du top 3 des gérants et n'en sortira que par la force des baïonnettes. L'homme qui est sur le podium des gérants depuis plusieurs semaines, Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau Gestion. C'est bien, bravo. Oui, je pensais que vous alliez parler de Pilâtre, qui est, vous savez, la montgolfière qui se dégonfle. Non, mais bravo, franchement, c'est sympa. Gentil. Entre ici, Jean-Marc Daniel, avec ton magnifique cortège, avec ceux qui souffrent de la paralysie politique, avec cette économie qui agonise et avec ton talent monumental. J'ai vérifié, puisque c'est une référence au Panthéon, il reste 363 places. Donc je regarde ça avec beaucoup Donc tu as bien compris, Jean-Marc, que je fais acte. Oui, toi absolument. De candidature le plus tard possible. Oui, j'espère. Évidemment. En tout cas, je compte sur toi. Mais en tout cas, ça y est, les courriers sont déjà partis. Très bien. Voilà. Et donc, j'espère que ce sera moi qui... René Cassin avait laissé sans testament le fait qu'il était tout à fait d'accord pour entrer au Panthéon. Donc, je suis sur la même lignée. Entre ici, Jean-Marc Daniel. Allez, le mot de la semaine, le Titanic. Ouais, c'est moins glamour qu'avec DiCaprio. Non, franchement, c'est pas tout à fait la même chose. Il est moins glamour, il est aussi perdu peut-être. Nous avons depuis la dissolution de juin dernier foncé sur un iceberg et nous coulons. Mais notre capitaine veut garder le cap. Quoi qu'il en coûte, c'est un nouveau quoi qu'il en coûte. On a eu le quoi qu'il en coûte post-Covid, le quoi qu'il en coûte post-Ukraine. Voici le quoi qu'il en coûte à l'économie, à la finance, à nos placements. Il faut tenir jusqu'à 2027. Alors, on n'est pas là pour faire de la politique, même si on a des opinions quand même. C'est quoi les conséquences réelles du chaos politique sur l'économie française à court et à moyen terme? Parce que vendredi matin, je discutais avec Laure Closier sur le plateau. Elle me dit, oui, mais vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme, Marc, mais en fait, aujourd'hui, l'économie résiste et ça va plutôt pas mal. Et je lui disais, oui, on n'est pas dans l'instantané, on se projette. Oui, effectivement, quand on regarde la croissance, à quelque échéance, à quelque horizon qu'on la regarde, elle tient quand même plutôt pas trop mal jusqu'à présent, c'est bien, mais justement, en fait, il faut regarder comment ça se fait, parce que vous avez notamment ce qui a soutenu la croissance, on le sait, dans le cas de la France, mais sachant qu'on connaît des chiffres un peu retardés maintenant, c'était des évolutions de stock, c'était un peu de dépenses publiques. Depuis 2022-2023, l'essentiel de la croissance a été fait par de la progression de la dépense publique.
Donc ça rentre de manière positive dans le PIB, ça vous fait pas forcément, en revanche, une capacité à vous projeter. Mais ça, c'est un autre débat. Mais surtout, ce qui est intéressant à regarder, me semble-t-il, c'est comment les états d'esprit sont en train d'évoluer. Et par exemple, quand vous regardez l'enquête de conjoncture auprès des ménages, celle que fait tous les mois l'INSEE, pendant toute la période de 2022-2023, ce qui expliquait la dégradation de l'enquête de l'indice de confiance générale, c'était l'appréciation du niveau de vie, l'appréciation de la situation financière personnelle. Désormais, quand vous refaites une analyse en composante principale de cette enquête, vous vous rendez compte que ce qui contribue à la dégradation du climat de confiance, c'est l'appréciation quant à la situation économique de l'ensemble du pays. Donc, il y a une perception de ce que la situation se dégrade, et ce faisant, je perds de la confiance, et donc je perds de la capacité à consommer dans le cas des ménages, à me projeter, à faire des dépenses. Mais moi, j'ai une question toute bête. Pourquoi, par exemple, ça ne provoque pas des prévisions de récession pour 2026 ? On a des chiffres qui restent positifs. Oui, parce qu'il va falloir vraiment regarder ce qui va se passer du côté de l'investissement des entreprises. C'est là que va y avoir le changement, il va se faire par là. Jusqu'à présent, l'investissement a fléchi, il a baissé, et il a cassé sa dynamique, mais il ne s'est pas effondré jusqu'à présent. Et la consommation des ménages, elle tient ? La consommation des ménages tient jusqu'à présent, mais avec toujours aussi une épargne assez importante qui se fait. Mais alors justement, autre paradoxe, comment la consommation tient alors que l'épargne augmente ? C'est-à-dire parce qu'il y a du pouvoir d'achat. Depuis alors, quel que soit l'horizon que l'on prenne, depuis 15 ans, on distribue plus de pouvoir d'achat à l'économie que l'on ne crée de la richesse. Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut va plus vite en France que ne le fait le PIB. Quelle est la contrepartie entre les deux ? C'est le déficit public. En fait, on achète de la distribution de revenus par un creusement du déficit public. Entre ici, Jean-Marc Daniel dans le débat, qu'est-ce qu'on dit de ce bordel politique et est-ce qu'on devrait s'en foutre en fait ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme en Italie où il y a toujours eu le chaos politique et les entreprises ont avancé ? Moi, je suis convaincu qu'il faut s'en foutre, que ça n'a aucune importance. Est-ce qu'on peut s'en foutre ? Et d'ailleurs, vous regardez autour de nous, vous regardez les dernières prévisions, donc Denis l'a rappelé, les dernières prévisions économiques, que ce soit l'INSEE, mais l'OCDE a un indicateur qu'il appelle l'ICA, indicateur composite avancé. Et donc, quand vous êtes au-dessus de 100, vous êtes dans une phase plutôt de relance de l'activité économique liée à la dynamique cyclique. Il faut regarder, il y a 4 pays en ce moment qui sont assez nettement au-dessus de 100. Les États-Unis, où il n'y a pas de budget. Le Royaume-Uni, où la chancelière de l'échiquier pleure dans la Chambre des communes parce qu'elle n'arrive pas à obtenir un discours raisonnable des députés travaillistes. Le Japon, où il y a une nouvelle première ministre, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire, à part le fait qu'elle a annoncé qu'elle allait réhabiliter les Abenomics, qui ont été une catastrophe sur le plan... Et la France, qui n'a pas de gouvernement. Donc je pense que la déroute politique de ces grands pays, c'est quand même les 4 pays du G7 qui sont dans une situation politique assez fragile. Sans parler de l'Allemagne, c'est la première fois dans l'histoire que le chancelier n'a pas été élu au premier tour à son poste de chancelier. Et l'économie, elle, a une forme d'inertie par rapport à ça. Et il y a 2 éléments qui jouent, à mon avis. Le premier élément, c'est que vous avez donc des rattrapages à faire. On a parlé de l'investissement. Il y a quand même une période que nous quittons, qui a été une période où les entreprises ont été très ébranlées. Donc, il faut quand même qu'elles renouvellent leur stock de capital. Et donc, l'investissement va tenir. Et le deuxième élément, c'est que vous avez une sorte d'installation progressive dans un rythme de croissance qui est relativement lent. Le FMI estime que désormais la croissance potentielle mondiale est de 2,5%. Ce qui est très faible par rapport à ce qu'on a connu dans les pays développés. Et les pays développés, on tourne autour de 1%. Et donc, cette faible croissance, elle est en quelque sorte inhérente à la situation économique d'ensemble de ces pays, plus qu'à leur situation politique. Et pourtant, les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise que tu côtoies, Denis, ils disent quand même, nous on en a marre, on n'investit pas à cause de ça, on est complètement bloqué, tout est à l'arrêt. Alors je ne parle pas des groupes du CAC 40, je parle des PME et des ETI. Ce qui frappe, c'est une vieille théorie qui existait d'ailleurs, qui avait été mise en place par quelqu'un dont on a oublié l'existence, mais vu mon âge canonique, je connaissais je connaissais personnellement Crassus, donc je connaissais aussi Claude-Joseph Gignoux, qui était le responsable du patronat au moment du Front populaire. Et il disait, il y a 2 types de patronat en France. Il y a les inspecteurs des finances et les polytechniciens qui habitent à Paris et qu'on écoute dans les sphères gouvernementales. Et puis, il y a les vrais chefs d'entreprise qui sont des Lyonnais, parce que lui-même était Lyonnais, et eux, ils sont au contact du terrain. Mais c'est eux qui se plaignent, Eh bien, je ne suis pas sûr, parce que quand j'écoute Patrick Martin a un discours qui... Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit aussi négatif. Sur le terrain, d'ailleurs, est-ce que vous avez des contacts, Frédéric, avec des chefs d'entreprise ? Là, je ne suis pas d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. On a des contacts avec des chefs d'entreprise
Et c'est la première fois que je ressens un pessimisme à tel point que, par exemple, si vous avez une petite activité industrielle, aujourd'hui, la question se pose même de vendre l'activité. C'est-à-dire qu'il y a un désarroi par rapport à la lourdeur administrative, l'incertitude fiscale, et honnêtement, les petites entreprises, petits entrepreneurs aujourd'hui, il a du mal à investir. Donc honnêtement, j'ai jamais ressenti autant de désarroi de la part de ces gens-là. C'est le même sentiment, Denis, ou pas? Oui, est-ce que vous pensez que c'est très parisien il y a probablement un peu d'exagération parisienne. Quand on discute un peu, quand on va en province, effectivement, il y a quand même une tonalité qui est assez différente. C'est plus lyonnais, probablement, peut-être que je vais voir des Lyonnais, effectivement. Ça doit être ça. Faut aller voir les Lyonnais. Mais il n'empêche qu'une petite expérience naturelle qu'on a eu la chance de faire, quand on a interrogé les patrons de PME entre le 21 août et le 3 septembre, au milieu, il y a Bayrou qui se prononce le 25 août. Vous aviez... Bayrou se prononce... Bayrou, ça a été un premier ministre fugace à peu près à l'époque de Crassus, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, les chefs d'entreprise, avant le 25 août, ils nous disaient à 60% reporter ou annuler des projets d'investissement. Après le 25 août, ils étaient à 76% à le faire. D'accord. Donc, ils ne sont pas complètement insularisés par rapport à la situation. Louis, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je trouve que ce débat passionnant, je suis venu pour y assister. Franchement, la France, est-ce que vous êtes plutôt lyonnais ou plutôt parisien pour reprendre lyonnais, moi, plutôt. Plutôt versaillais. Allez, on passe tout de suite à la question macro. Qu'est-ce qui est le plus important pour nos taux d'intérêt? Je me tourne là vers nos deux économistes. La croissance, si c'est la croissance, on n'en a pas, donc nos taux devraient être bas. Si c'est l'inflation, on n'en a pas, nos taux devraient être bas. Si c'est la dette, elle est élevée, mais pas dramatiquement élevée, détenue par nous, enfin dramatiquement élevé, si je devrais pas dire ça, et c'est plutôt haussier sur les taux, et la confiance des investisseurs, elle est dans les chaussettes, donc c'est mauvais pour les taux. Qu'est-ce qui drive les taux d'intérêt? Alors, si vous voulez... Alors, si je remonte à... si je remonte à Louis XI. Voilà, au tout début de la science économique. Écoutez, moi, quand je faisais des cours d'économie, ce que j'apprenais à mes étudiants, c'est que le marché de l'épargne et de l'investissement était un marché comme les autres, avec un prix qui était le taux d'intérêt, et le taux d'intérêt correspondait à l'équilibre offre-demande sur ce marché. D'ailleurs, quand les taux d'intérêt étaient très bas, il y avait tout un tas de gens qui défilaient sur ces plateaux en disant « ça prouve qu'il y a un excès d'épargne, il faut absolument faire du déficit budgétaire pour absorber cette épargne qui est un excès, tout ça. » Bon. Et puis, on s'est aperçu que finalement, une fois que la Banque centrale se met à remonter les taux courts montent, les taux longs montent moins, donc ça pose des problèmes d'évolution de la pente des taux, mais les taux d'intérêt à long terme se mettent également à monter. Donc je pense qu'il y a un premier élément, c'est qu'il y a quand même une partie de décision administrative qui est liée à l'évolution de la politique monétaire et notamment de l'attitude de la Banque centrale. Et puis pour revenir à des temps anciens, Condorcet, il y a un paradoxe de Condorcet, donc Condorcet 18e siècle. Oui, évidemment, on l'a connu. Il était sur le plateau la semaine dernière. Absolument. Alors on a du mal à le joindre en ce moment, mais ça fait rien. Et donc que racontait Condorcet? Il disait le paradoxe, c'est qu'on pense que c'est un problème d'épargne et d'investissement. Or, en fait, les taux d'intérêt se calent non pas sur ce flux, l'épargne et l'investissement, mais sur un stock qui est la dette. Parce que les gens considèrent effectivement que, à partir d'un certain seuil, un certain niveau de dette publique, il va y avoir des perturbations dans l'économie et que pour être sûr de rentabiliser ses investissements, ses prêts, son épargne, il faut augmenter ses taux d'intérêt. Donc vous dites, entre croissance, inflation, confiance des investisseurs et dette, c'est dette. Je dis là, c'est dette, et je complète en disant c'est politique monétaire qui elle-même est dépendante en partie de l'inflation, mais pas exclusivement, parce que la politique monétaire que nous avons connue avec le quantitative easing était déconnectée de la réalité de l'inflation. Denis, vous avez une pensée un peu plus moderne? Oui, je vais essayer, mais non, je vais prendre peut-être des exemples plus récents, parce qu'effectivement, il y a les exemples japonais. En fait, c'est le niveau de dette, effectivement, qui compte, et c'est effectivement cet équilibre épargne-investissement. Est-ce qu'il est satisfait par un appel à l'épargne extérieure, ou est-ce qu'au contraire, on arrive à le circonscrire dans un espace national? Et le Japon est un cas qui est quand même très emblématique, un niveau de dette exceptionnel, mais un équilibre épargne-investissement qui se reboucle à l'intérieur du pays, à tel point que même ils peuvent exporter de l'épargne. Donc il y a une abondance d'épargne, donc c'est bien regarder la dette au regard de la capacité de financement de l'ensemble des agents dans une économie. Mais il y a les perturbations qui sont intervenues par les politiques monétaires, et effectivement, c'est l'histoire de toute la décennie 2010. Le thermomètre des taux d'intérêt a été quand même un petit peu cassé par le fait qu'est arrivé dans le paysage un nouvel acteur qui a acheté pas seulement des titres pour, à court terme en tout cas, qui faisaient fonctionner le système monétaire. Les banques centrales se sont positionnées sur la gestion de la dette
en achetant des titres d'une échéance de plus en plus importante. Et donc, ce faisant, ça a bousculé un peu les équilibres. On est arrivé à quelque chose où le thermomètre ne fonctionnait plus, le taux d'intérêt ne donnait plus le nord. Et donc, maintenant, pratiquement, si on se projette, les taux d'intérêt en France, ils sont à leur bon niveau ? À long terme, le taux 10 ans français, il est à 3,50. Est-ce qu'il a il reflète, par exemple, quand on se compare avec un pays comme l'Italie. L'Italie est au total aujourd'hui au même niveau de taux à 10 ans que l'est la France. Mais l'Italie a une différence avec nous, c'est que désormais, elle est dans une situation où elle a une position extérieure nette qui s'améliore. Elle a plus d'actifs à l'étranger qu'elle n'a d'engagement vis-à-vis de l'étranger. Et elle a réduit son déficit public à 3%, ce qui est quand même spectaculaire. C'est quand même pas tout à fait la trajectoire que l'on a. Il y a la dette telle qu'on l'apprécie aujourd'hui, telle qu'on la mesure aujourd'hui, mais aussi telle qu'on imagine qu'elle va se déployer. C'est pas le taux d'intérêt, c'est quand même un peu le prix du renoncement à ne pas penser au choix. Plus haut. Juste pour compléter ce que vient de dire Denis, on est assez d'accord là. Oui. Juste pour compléter, non pas affirmer ce qu'il vient de dire, c'est que il y a une règle qui a valu à Maurice Allais son prix Nobel, c'est le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance potentiel, le taux d'intérêt d'équilibre. Et donc, c'est règle sur laquelle a rebondi Thomas Piketty, qui n'est pas un contemporain de Condorcet, c'est Thomas Piketty, et qui dit bien contemporain de François Bayrou, par contre. Exactement, de François Bayrou. Et donc Piketty explique bien que par rapport à cette règle, les phases où les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance sont des phases où le capital est favorisé. À l'inverse, quand le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, c'est plutôt la dynamique des revenus et de la consommation immédiate qui est favorisée. Or, il dit, un des problèmes du capitalisme, c'est que les périodes de taux d'intérêt supérieurs au taux de croissance sont beaucoup plus longues que les périodes inverses. Et la thèse de Piketty, c'est de dire que nous sommes de nouveau rentrés dans une période où le taux d'intérêt va être supérieur au taux de croissance. Or, quand on regarde au niveau européen, à l'heure actuelle, on est plutôt effectivement dans des niveaux de taux d'intérêt qui sont supérieurs au taux de croissance. Alors, en France, votre projection, vous, Jean-Marc Daniel, gourou international, sur l'évolution des taux d'intérêt français. Je pense que les taux d'intérêt ne vont pas continuer à monter, ne peuvent pas continuer à monter, parce que non seulement il n'y a pas d'inflation, mais je pense qu'on rentre dans une période de déflation. Et donc, la situation des taux d'intérêt va être obligée d'incorporer cette je suis tout à fait d'accord avec vous pour une situation. Fois. On passe tout de suite. On passe tout de suite au chiffre de la semaine. Je revois ma position alors. On va passer tout de suite au chiffre de la semaine. $4 000. Vous savez comment le Financial Times a appelé ce qui se passe en ce moment? Le FOMO plaqué or, le Fear of Missing Out, cette hystérie. À chaque fois qu'on croise quelqu'un qui pense que vous êtes dans la finance, qui est mon cas, il me dit alors l'or, est-ce qu'il faut en acheter? Alors l'or, est-ce qu'il faut en acheter, Louis de Montalon? Moi, je pense que oui. Alors, on verra sur les allocations. Je suis plutôt sur les minières, mais en fait, il y a une réalité sur l'or, c'est qu'on en a extrait à peu près dans l'histoire 200 000 tonnes, et on en extrait chaque année entre 3 000 et 3 300 tonnes, et on a une demande annuelle qui est de 5 000 tonnes. Et dans les 5 000 tonnes, il y a un nouvel acteur qui sont les banques centrales. Donc on parle beaucoup à l'heure actuelle de ce qu'on appelle le debasement trade, c'est-à-dire on dit en gros l'or monte parce que tout le monde a peur que finalement l'ensemble des devises, on les voit pas bouger les unes par rapport aux autres, mais elles sont toutes en train de baisser par rapport à l'or, donc c'est la mode de dire la performance du Nasdaq contre l'or, etc. Ça, à mon avis, c'est pas vrai, c'est peut-être vrai à l'avenir, mais pour ça, il faut qu'il y ait des taux d'intérêt réels négatifs. En fait, l'or... tant que les taux d'intérêt réels sont positifs, théoriquement, l'or, ça ne doit pas être bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les banques centrales qui sont passées de 0 à peu près 1200 tonnes par an. Et depuis 3 ans, elles sont au-dessus de 1000 tonnes par an. Pardon? Pas toutes les banques centrales. Les banques centrales de certains pays, notamment, qui ont peur des États-Unis et du dollar. On va prendre les banques centrales dans l'ensemble. Ça pèse quand même sur une demande de 5 000 tonnes par rapport à une production de 3 300 tonnes. Et ça, à mon avis, c'est pas fait pour partir, parce que derrière, ça traduit la dédollarisation. Et ensuite, ça emmène effectivement les investisseurs. D'accord? Les investisseurs suivent le trend. Donc, il n'y a pas de raison objective aujourd'hui pour que l'or baisse. Et il y a probablement des raisons pour que ça continue à monter. Jean-Marc Daniel, ça vous fait pas sourire qu'à l'heure des cryptos, des e-monnaies, on revienne à l'or, dont on dit d'ailleurs, on dit à tort que c'était que Keynes avait dit que c'était alors que c'est pas ça, hein, c'était l'étalon or qui considérait comme une relique barbare. Je tiens à rétablir la vérité parce qu'il nous a appelé. Mais non, j'ai participé à une émission que vous animiez où je défendais l'or contre les crypto-actifs, et donc je maintiens ma position. Ce que je trouve intéressant. Pourquoi expliquer pour oui. Et donc pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, je suis assez d'accord sur le fait que de nouveau les banques centrales sont
un élément perturbateur. C'est-à-dire qu'elles sont là pour lutter contre l'inflation, mais comme il n'y a pas d'inflation, elles font autre chose. Donc elles se sont mises... Parce qu'elles s'emmerdent en fait. Oui, c'est ça. Il faut bien qu'ils justifient leur métier. Donc ils servent à rien. Donc c'est assez naturel d'essayer d'exister quand on a conscience qu'on ne sert à rien. Et on sait bien de quoi on parle, vous et moi. Oui, exactement. Oui. Non, mais ça je condamne pas pour avoir pratiqué. Bah oui, moi aussi. Je fais que ça. Je constate. Et donc, effectivement, ils ont fait le quantitative easing pour essayer de se substituer aux financeurs traditionnels des dettes publiques. Là, ils se sont mis à acheter de l'or. Et quand vous regardez les banques centrales qui achètent de l'or, vous apercevez qu'il n'y a pas que les gens qui sont systématiquement opposés aux États-Unis et qui veulent la dédollarisation. Il y a la Pologne. Il y a la Pologne, qui est supposée... Très surprenant. Oui, absolument, qui est supposée être des alliés... Je suis tombé par terre. J'ai cru que c'était une erreur. Oui, c'est la Pologne qui est un des principaux acteurs de ce marché. Le deuxième constat que je fais, c'est que moi j'avais souligné, quand on est passé à 3500 $ l'once, qu'on était à 100 fois le taux de Nixon en 71. Vous savez, tout le monde a en mémoire, Nixon abandonne les talons or, c'était 35 $ l'once. Et donc j'ai regardé combien valait 35 $ l'once de 1971 en dollars d'aujourd'hui. Ça fait 280 $. Donc si l'or avait le même prix en pouvoir d'achat par rapport à... Il serait à 280, 300 $ l'once, il est à 3500, 4000 $ l'once. Donc ça milite pas pour la hausse, ça, si? Ah ben si, ça veut dire que l'or est devenu un objet tellement fantasmagorique. De vénération, c'est le veau d'or, c'est le retour du veau d'or. Les gens sont prêts à se précipiter vers lui. Mais c'est délicat de le comparer à de la monnaie, parce que la monnaie, elle, a rapporté un intérêt en face. Donc il y a une érosion de la monnaie qui est liée à l'intérêt, au revenu qu'elle a généré. Ce n'est pas le cas de l'or. Oui, ça c'est un calcul qui est fait sur l'indice des prix et pas sur effectivement ce qu'on aurait gagné si on avait placé cet argent. Il aurait eu une bonne note Oui, tout à fait, c'est une excellente remarque. Le jeune Montalembert. Non, parce que j'entends souvent ça, justement, que en fait, un dollar du début du XXe siècle vaut 2 centimes aujourd'hui. Mais c'est pas vrai dans l'absolu. Oui, parce qu'on aurait pu le placer. Il faut prendre tous les rendements associés. Denis, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de voir l'or aujourd'hui flamber et qu'on dise, comme Louis, que c'est un actif, quelque part, qu'il faut avoir en portefeuille? C'est pas encore dit. C'est effectivement un actif un peu de nature géopolitique par rapport aux banques centrales qui sont en train de l'acheter. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qui est assez surprenant, c'est que jusqu'à présent... Plusieurs fois par le passé, on a vu des flambées du prix de l'or au moment où vous aviez des actifs type actions qui chutaient. C'est ça. Or là, on a une progression qui est simultanée. Et donc, qu'est-ce que c'est ce phénomène-là? Et vous l'expliquez comment? Justement, on a à la fois une transformation de l'économie et puis une inquiétude qui se manifeste quant à l'architecture géopolitique de l'économie. On ne veut pas dépendre du dollar. On veut substituer dans les réserves en devises, moins de réserves en devises, par un peu plus de réserves en or. Et donc, de manière à avoir un peu le sentiment de plus se maîtriser sa politique monétaire dans le cas des banques centrales. Frédéric, vous en avez en portefeuille? Structurellement, les Suisses, déjà qu'on est le premier pays, les Suisses sont les premiers détenteurs d'or par habitant. Donc oui, structurellement, on a 5% d'or dans les portefeuilles. Il y a combien? 5%. Quel que soit le portefeuille, on a 5%. Sous quelle forme? Alors, plusieurs formes. On a la chance de pouvoir les déposer en coffre, donc on peut l'avoir en coffre. En ETF, avec le sous-jacent or physique, bien sûr. Ou même en Suisse, ils ont une monnaie électronique adossée à de l'or, qui s'appelle le XAU, qui permet de faire des... Et par exemple, vous revenez avec des lingots dans les poches, non? Si. Non, c'est obligatoire. Mais juste pour revenir sur l'histoire du niveau de l'or, aujourd'hui, si on regarde le niveau de l'or, les pics qu'on a eu par le passé, donc soit ça devait être 79, on a eu 2008 et autres, là on est, donc en reflatant, on est quasiment 20% au-dessus des plus hauts historiques précédents. C'est assez impressionnant. Ça vous inspire quoi? Moi, je pense qu'on a besoin, après on dit ça sur le marché, on a besoin de souffler. Voilà, et 4100, 4200, pour moi, c'est un peu le bout du bout à court terme. Après, alors que vous étiez aussi, je le rappelle, à juste titre, comme Jean-Marc. Jean-Marc, juste une chose, est-ce que c'est le signe d'un excès de liquidité ou pas? Non, pas forcément. C'est parce que lorsque le prix augmente, les gens qui l'achètent donnent de l'argent à des gens qui le vendent. Ouais. Donc, ça fait une circulation de liquidité. En revanche, effectivement, sur le plan strictement économique, c'est de l'argent qui circule sans générer de l'investissement et de la création de richesse. C'est des transferts de richesse. On prend de la richesse des uns pour la transférer vers d'autres. Et à chaque fois, il y a toujours une sorte de... C'est un mécanisme spéculatif. Et donc, je parlais de Maurice Allais. Maurice Allais disait, quelle est la différence qu'il y a entre un investisseur avisé
avisé, un spéculateur, il disait 10 minutes. L'investisseur avisé, c'est celui qui vend au moment où c'est le plus haut, et le spéculateur, c'est celui qui se met à acheter au moment où c'est en train de baisser. Donc il dit la différence, c'est 10 minutes, parce qu'au moment où ça se retourne. Alors après, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut continuer à acheter, là aussi, parmi les gens avisés, moi je suis d'une génération très ancienne, mais enfin quand même assez récente, qui a connu le discours de Valéry Giscard d'Estaing, expliquant pourquoi il lançait un emprunt indexé sur l'or, parce que off, donc il rassure la petite épargnante, la veuve de Carpentras, et off, il dit à ses collaborateurs, l'or va s'effondrer, donc ça va être une opération fantastique. Donc ça a été à la fois un mauvais trader et à la fois un mauvais investisseur. Oui, il a ramassé 6 milliards de francs, il a revendu 78 milliards de francs, il a remboursé 78 milliards de francs. Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission, on va parler des marchés, on va parler des actions, on va parler des placements et on va vous donner le top 3 que vous attendez avec impatience. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. J'ai trouvé la première partie franchement passionnante avec entre ici Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Crozier, avec Louis de Montalembert et Denis Ferrand, et on va passer tout de suite au marché. On a parlé du marché de l'or, on va parler des autres marchés. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine ? Pas grand-chose. Les marchés, les indices ont fait un peu de surplace. Il faut dire qu'ils sont tous quasiment à des niveaux records, voire à des niveaux records. Si on remet les dividendes, enfin bon, vous connaissez tout ça puisque vous regardez BFM Business toute la journée. Et du côté des taux, on a eu, on peut pas parler d'une détente, mais les taux américains qui étaient repartis un tout petit peu à la hausse se sont tassés. C'est plutôt une semaine d'attentisme. Il faut dire qu'il y a quand même ce shutdown aux États-Unis, cet arrêt partiel de l'administration américaine. D'ailleurs, ça vous inspire quoi, ce shutdown, Jean-Marc Daniel, avant ouais, c'est devenu c'est rituel maintenant. On aurait été déçus s'il n'y avait pas eu un shutdown. On n'en a pas eu depuis 8 ans, depuis Trump. Donc c'est pas. Oui, mais enfin, il fut une époque où on n'avait jamais de shutdown. Et puis depuis Clinton, c'est devenu une espèce de rituel. Donc, ça aussi, on s'en fout. Ah, mais complètement. D'accord. Bon, mais ça traduit quand même. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Le Japon, la chancelière de qui pleure, tout ça. Il y a quand même un désarroi de la classe politique. Mais j'espère que nos hommes d'affaires, le Cornu n'a pas pleuré, quand même. Pas encore. Mais c'est plutôt à Roland Lescure de pleurer là. Frédéric Crozier, qu'est-ce qu'on fait sur les marchés ? On achète ou on vend avant ? Juste en 2018, on avait fortement baissé avant, puis après, ça a été, pendant toute la période de shutdown, incroyablement haussier. Donc c'est très dur de... Donc vous dites aussi, on s'en fout complètement. Ouais, c'est extrêmement libéral. En gros, on croit totalement la main invisible lorsqu'on dit ça. Mais non, on va arriver quand même, je pense, sur des niveaux de valorisation qui sont, on le sait, on est à 25 fois, 26 fois sur le S&P, 7000 points, ça nous met quoi, 28, 29. On est extrêmement cher. Donc Frédéric, pas vous, mais il y a des gens qui répètent ça sur ce plateau. Oui, moi j'étais aussi. Globalement, mais depuis des semaines, qu'est-ce qui serait l'élément déclencheur de ça ? Parce que on le connaît jamais, on va dire. Parce que c'est ça la dure réalité, c'est qu'on va pas faire plus savant qu'on ne l'est. Un déclencheur, c'est souvent d'ailleurs, ça peut être même une bonne nouvelle qui déclenche un mouvement Mais juste Frédéric, on anticipe une baisse brutale des taux d'intérêt éventuellement aux États-Unis en mai. Ça va alimenter la hausse des marchés, non ? C'est probable, mais elle commence déjà à être anticipée avec les discours de Murad notamment. Donc vous dites on prend un peu de... Je pense qu'il faut accompagner le mouvement parce qu'il peut durer. L'exagération, elle peut durer 1 an. Donc c'est simplement vaut mieux vendre trop tôt que trop tard. Donc il faut commencer quand même sérieusement à aller. Et on commence par quoi, les valeurs tech américaines ? Qu'est-ce qu'on allège ? Non, je ne vais pas dire ça de le cloud. Spécialiste. Non, tout ce qui est lié au cloud, parce que c'est de la dope, ça, non ? Je vais prendre un exemple qui est hallucinant quand même depuis 1 mois. Moi, j'étais très sur les valeurs quantiques. On en a discuté plusieurs fois, très sur les valeurs quantiques. On a des valeurs quantiques qui ont pris 200% en 1 mois. 0 revenu. Pas profitable. On ne sait pas si elles seront un jour profitables. On est sur une forme. Regardez par exemple l'indice des valeurs non profitables qui a dû prendre 100% en 2 mois. Donc on est dans cette forme. Est-ce qu'on ne boucle pas la boucle, Jean-Marc et Denis, avant de passer la parole à Louis, sur cet excès en fait de spéculation ? Parce que là, vous essayez de trouver des raisons, Jean-Marc Daniel, toujours avec votre mauvaise foi légendaire à la hausse de l'or. Mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans une sorte de surexcitation spéculative ? Vous voyez bien l'indice des sociétés qui perdent de l'argent, qui est au plus haut, des boîtes qui valent rien. Est-ce qu'on n'est pas à nouveau dans une bulle d'actifs ? On est toujours dans une bulle d'actifs. Je reprends ce que je disais à propos de Maurice Allais. Là, ce sont encore des investisseurs avisés. D'accord. Et puis, un beau jour, il y a des gens qui disent
je suis passé du statut d'investisseur avisé à spéculateur sans vraiment savoir pourquoi. Mais il y a quand même quelques actifs aussi qui ont diminué. Hein. Il y a quand même des baisses de prix de l'immobilier qui sont intervenues dans quelques pays. Ouais. Donc ça peut aussi libérer un peu de liquidité. Franchement. Non, mais c'est pas à la hauteur de l'accélération, mais il y a quand même un peu de réallocation qui intervient également. Louis. Alors moi, je vais m'inscrire en faux avec mon ami Frédéric Rosier, parce que, bon, déjà, sur les indices américains, il faut garder à l'esprit que si on les met en euros, la performance n'est pas formidable. Sur les affaires de multiples, en fait, on a un problème de dichotomie sur les marchés en général, mais plus particulièrement sur le marché américain. On a un bout de la cote qui fait l'essentiel de la performance, et effectivement... C'est encore le cas ? Oui, c'est alors, totalement le cas. C'est encore hyper C'est spectaculaire, mais même, on peut même pas dire la tech, c'est un bout de la tech qui fait toute la performance. C'est encore l'histoire des 7 pays. Oui, c'est complètement le truc. Et si vous prenez la performance du logiciel depuis le début de l'année, qui ont des très bons chiffres, qui sont en croissance, c'est pathétique. Ouais. Alors, moins le logiciel, l'infrastructure... Oui, c'est-à-dire qu'on est en baisse, etc. Donc, en fait, il faut regarder les indices comme ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que globalement c'est cher ? Ma réponse est non, parce qu'il y a un bout qui est très cher, mais qu'on ne sait pas juger véritablement en termes de prix. Je voudrais rappeler une petite anecdote, c'est la cotation de Facebook en 2012. En 2012, les analystes anticipaient qu'à 5 ans, l'entreprise ferait 12 milliards de chiffre d'affaires. En réalité, à 5 ans, elle a fait 47 milliards de chiffre d'affaires et 16 milliards et 16 milliards de résultats opérationnels. Donc en fait, il y a des choses qu'on juge comme étant très chères aujourd'hui parce que on n'envisage pas le fait qu'elle puisse être une démultiplication. Or, quand on parle de la bulle sur le hardware Internet, ça c'est vraiment un lapsus, sur le hardware d'IA, en réalité on a une demande aujourd'hui, tous les acteurs disent qu'il y a une demande qui excède l'offre, et au moins pour les 2 années qui viennent. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que cette bulle ne se dégonfle. En fait, la question, si on devait faire une analogie sur la bulle de 2000, est-ce qu'on est en 96 ou en 99 ? Moi, la réponse est on est plutôt en 96 s'il devait... Donc on rappelle qu'en 96, on a une alerte de la Banque centrale américaine qui dit en décembre 96, nous sommes dans une exubérance irrationnelle et la bulle explose en mars 2000. Voilà. Donc voilà. Pour moi, c'est difficile de descendre du train aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de nouvelles véritablement qui puissent casser ce news flow positif. Donc vous dites, on continue à allouer de l'argent. Tant que la musique joue, on danse. Ouais. Du coup, on a le même discours. Hein. C'est simplement, je pense qu'il faut accompagner. Effectivement, il y a une côté consanguinité des investissements aujourd'hui autour de l'IA, c'est-à-dire qu'on part finalement de la valorisation d'OpenAI, valorisation en gros peut-être théorique, et les investissements entre sociétés aujourd'hui, entre Nvidia, entre Broadcom, entre ces valeurs-là, créent une valorisation très importante de ce secteur. Mais je suis tout à fait d'accord, aujourd'hui, quand on regarde la sphère des logiciels, tout ce qui embarque l'AI aujourd'hui n'a pas monté. Donc il y a encore de la réserve de hausse sur ces entreprises sous-cotées, à mon avis, des Adobe, des Salesforce, et ainsi, qui n'ont pas progressé. Donc oui, il va y avoir de la radiation de l'AI, mais sur le socle, je pense qu'il y a trop de consanguinité de l'investissement aujourd'hui qui peut poser un problème de valorisation. Vous qui êtes notre mémoire, Jean-Marc Daniel, quand vous voyez, vous avez l'impression, vous regardez un peu ces valeurs de l'IA, vous avez l'impression que là aussi on est en train de délirer. Ça lui rappelle les tulipes. Oui. Alors, les tulipes, c'était la spéculation pure parce qu'il n'y avait aucun gain de productivité derrière. Ouais. En revanche, effectivement, c'est des processus industriels. Bon, tout le monde met en avant 1857, vous vous souvenez ? Bien sûr. La première crise sur les chemins de fer. La première crise sur les chemins de fer, mais en fait, ça a véritablement explosé en 1873. Donc, je suis assez d'accord avec l'idée que quand on commence à tirer la sonnette d'alarme en 1996, c'est peut-être un peu tôt. Et donc, je pense qu'on est plus tôt en 1996 ou en 1857 qu'en 2000 ou en 1873. Même son de cloche, Denis ? Oui, effectivement, j'écoute attentivement ce que disent les gérants, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez inconnu, mais à la fin... Oui, il en faut bien. Il en faut bien quelques-uns. Mais effectivement, c'est à partir du moment où il y a une anticipation de progression de productivité qui est assez importante. Il faut quand même se rappeler que derrière la bulle Internet, c'est le moment où vous avez
une période pendant laquelle la productivité aux États-Unis a réaccéléré. C'est la période qui va de 96 à 2004. C'est vraiment le moment du déploiement de l'Internet. Et vous pensez qu'on est en train de vivre ça? Parce que dans les chiffres, on voit rien, là. Oui, mais ça met toujours un peu de temps avant de se manifester. Et on va probablement avoir un peu le même phénomène. Par contre, c'est vrai que ça ne dure pas forcément très longtemps. Internet, ça va durer pendant 8 ans. C'est une forte accélération. Il y avait eu 1 point de productivité en plus pendant 8 ans. À peu près. Juste pour rebondir, le véritable débat parmi les économistes scientifiques, comme Denis, mais pas forcément moi, le véritable débat, c'est de dire, est-ce qu'il y aura des gains de productivité ou est-ce que c'est un leurre? Et vous dites quoi? Et j'écoute. J'arrive pas à savoir. Vous savez, c'est la différence qu'on fait entre une invention qui est un leurre technologique qui fascine mais qui ne débouche pas sur des gains de productivité et une innovation qui est quelque chose qui va donner des gains de productivité. Enfin, si c'était un leurre, il y a des milliers de milliards de dollars qui vont s'évanouir dans la nature. Moi, je ne crois pas du tout que ça puisse être un leurre. Ça, alors, je pense que c'est pas un débat. La question se pose, effectivement, objectivement, j'arrive pas à me faire une idée. Denis ? En tout cas, sur les gains de productivité, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que pour maximiser les gains de productivité, il faut être utilisateur de la technologie, mais il faut aussi être producteur. C'est celui qui est à la fois le producteur de la technologie et l'utilisateur de cette technologie qui gagne le plus en gains de productivité. On va améliorer nos process industriels en utilisant de l'intelligence artificielle, mais si en plus on est celui qui déploie les solutions, alors on gagne sur les deux tableaux. On a Mistral. Allez, on passe tout de suite à l'allocation d'actifs très rapidement. Je vais me tourner vers nos gérants. Dans le contexte actuel, si on vous disait, tiens, quel est le placement de la semaine? Frédéric Rodier, vous diriez quoi? Alors, mais je voulais parler de quelqu'un qui top vous et dit flop. Moi, c'est pas top et flop. Non, mais je sais, mais je voulais aussi intervenir là-dessus. Mais pour moi, il y a le secteur de l'énergie va être une vraie problématique d'IA de demain. C'est-à-dire que pour moi, l'alimentation de l'IA va provoquer non seulement un risque de ralentissement économique parce qu'on a un souci d'énergie, un blackout aux États-Unis à ce rythme-là. D'ailleurs, le bureau de l'énergie aux États-Unis l'a souligné, c'est qu'on est incapable aujourd'hui d'alimenter la croissance de demain de l'intelligence artificielle. Alors, certes, il y aura des gains d'efficacité énergétique des grands acteurs, mais à ce rythme-là, si on ne développe pas et on n'investit pas, et même au rythme actuel et avec les hausses prévues d'engagement... Donc, le placement c'est un générateur. Ouais, bien sûr. Oui. C'est l'évolution hallucinante des secteurs de l'uranium en bourse qui progressent, et notamment des fameuses petites entités nucléaires qui... c'est des progressions de 20-30% en quelques semaines. Ça, il y a des valeurs cotées à Paris là-dessus? Non, c'est compliqué parce qu'on avait un acteur qui a été plus ou moins nationalisé, mais on retrouve ça surtout aux États-Unis, au Canada ou des pays un peu plus folkloriques comme Kazakhstan ou autres. Louis, si une comtesse vous croise au château de Versailles, il vous dit mon cher Louis, quel est le placement de la semaine? Vous lui dites quoi? Alors, moi, j'ai été marqué par Mark Wilson, qui est le stratégiste de Morgan Stanley, qui a changé l'allocation classique 60-40 en disant maintenant c'est 60-20-20. C'est-à-dire 60 actions, 20 obligations et 20 or. D'accord. Donc, je ne vais pas dire qu'il faut de l'or, mais moi, je suis depuis 1 an et je recommande à la suite de Céline Pic-Malprade, qui je trouve a eu un très bon call sur les minières d'or. Okay. Je trouve que les minières d'or, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans un trend baissier sur le pétrole, avec une meilleure allocation du capital de ces sociétés et une hausse du prix de l'output, donc baisse des coûts des inputs, hausse des outputs et bim. Mais franchement, quand j'écoute même l'émission aujourd'hui, d'entendre parler de l'or, des minières, mais j'ai l'impression qu'on a fait on est retombé 50 ans en arrière. Après, c'est un tout petit bout. Je me rappelle le premier C'est votre argent avec Richard Nixon, un invité spécial, mais c'est dingue, quoi. Oui, mais moi la vérité, c'est que c'est un tout petit bout de l'allocation. Moi, je persiste à penser que la technologie, alors moi je dirais la technologie et l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est, l'Asie hors Chine, parce qu'il y a un boom de consommation et qu'en plus de ça, on trouve beaucoup d'acteurs des data centers qui ne sont pas pricés comme aux États-Unis. Donc ça me paraît être des segments intéressants. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Denis, top ou flop? Top qui pourrait devenir un flop. Ok. Sanae Takaichi, donc la nouvelle première ministre putative, qui a annoncé qui a gagné la primaire dans son parti libéral et qui est censée devenir la première femme, première ministre
au Japon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la nouvelle qu'elle a annoncée. Alors, le programme, effectivement, les Abenomics, c'est déjà une moins bonne nouvelle. La manière dont elle va relancer fortement la dépense publique et l'endettement japonais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis, en plus, là, elle a un gros problème politique, c'est que le parti qui devait l'accompagner, un parti centriste, commence à se retirer de sa majorité. Donc, je sais pas pourquoi, mais un Premier ministre que l'on nous annonce et qui se retire, je sais pas, la ressemblance serait totalement fortuite, évidemment. Louis, top ou flop? Moi, c'est un top. C'est un deal d'OpenAI pour 100 milliards de chips AMD. Je trouve ça amusant parce que OpenAI est une boîte qui fait à peu près 12 milliards de chiffre d'affaires et qui vient de signer, ou 13, et qui vient de signer des deals pour 1000 milliards. Alors, il y a deux narratifs. Il y en a un où on se dit c'est un flop, c'est incroyable, c'est une bulle, on va tous mourir dans des douleurs atroces. Il y en a un autre, c'est tout ça est extrêmement réel et je ne pense pas que Sam Altman signe des contrats de 1000 milliards sans être puissamment backés. Et il y a quand même une volonté politique aux États-Unis de gagner deux batailles, la bataille de l'IA et la bataille du quantique. Et ça explique peut-être aussi les variations des Rigetti, D-Wave, etc. Donc, mais on parle aussi beaucoup d'économie circulaire et incestueuse. On se fait plaisir. Moi, je pense que c'est un top. Ok. Frédéric? Moi, je vais parler de Kering, parce que c'est quand même hallucinant le parcours de Kering depuis quelques semaines sur un nom. Calimero. Il est arrivé sur son nom. C'est un titre qui a... Rappelez-nous combien ça rebondit de combien? Je pense qu'on doit être... J'ai même plus le chiffre, mais 30 ou 40%, je pense, par rapport à sa nomination. Au départ, on se dit... excusez-moi, je vais être assez vulgaire, mais un vendeur de bagnole qui arrive dans le luxe, même s'il y a des liens avec l'Italie qui sont assez forts, c'est pas évident le lien, mais il s'avère que c'est quasiment la meilleure performance du marché du CAC 40. Il y a la dernière collection là qui vient d'être sortie, qui a eu beaucoup de succès. Là, c'est un spécialiste. Non, pas du tout. C'est ma femme. Moi, j'en ai acheté parce que ma femme m'a dit c'est dingue. Il a les mêmes fringues depuis 20 ans. Non, mais c'est assez impressionnant quand même. Je suis d'accord. Qui avait été entamé même avec cette. Le Cadimeo. Jean-Marc Daniel, top ou flop? Alors moi, c'est un top, Jean-Marc. et vous savez que moi, mes tops, c'est en général sur la base d'une actualité que je chiffre depuis 2011. Absolument. Donc, relativement voire plus. Voire plus. Donc, en réalité, je me suis aperçu, en allant sur Internet, que la consultation de la conférence de presse du général de Gaulle du 4 février 1965 avait considérablement augmenté. Donc, cette conférence de presse est un top. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette conférence de presse? Il dit qu'il y a une seule monnaie dans l'histoire de l'humanité qui a un sens. Il y a une seule monnaie à laquelle on puisse se raccrocher. Il y a un seul matériau qui doit servir d'étalon monétaire, c'est l'or. Et donc, je trouve que le général de Gaulle, une nouvelle fois, a raison. Mais attendez, juste, on a quelques secondes. À l'heure des monnaies numériques, d'accord, monnaie numérique, le Bitcoin, tout ce que vous voulez, l'Ether, la blockchain, je sais pas, l'or, vous voyez, l'or. Il n'y a pas un truc qui colle pas? 4000 $ l'once, et les gens... Ouais, mais ça veut rien dire, ça, parce que... Non, l'or a une utilité physique et industrielle que n'a pas le Bitcoin. Ouais, enfin, je dirais quand même que... Et quand vous regardez les débats de théorie économique, alors tout le monde met en avant le fait que Alan Greenspan, quand il a fait ses études, avait fait un mémoire sur l'opportunité de revenir à l'étalon or. Alors tout le monde lui dit, mais quand vous avez été à la tête de la Réserve fédérale, vous n'avez pas tenu compte des propos que vous teniez quand vous étiez étudiant. Et donc, et alors la dernière fois qu'il a pris position, c'était pas cette semaine, mais c'était l'année dernière, il a dit, mais avec le recul, je pense que c'est quand j'étais jeune que j'avais raison, et non pas quand j'étais président de la Réserve fédérale. Bon, on fera les comptes dans quelques mois, on verra où sera l'or et on verra si vous avez raison ou pas. Vous êtes très enthousiaste. Allez, le top 3 et une bonne surprise pour Frédéric. Bravo Frédéric, tu passes en 2e place avec une super performance depuis le début de l'année. Sébastien continue à caracoler en tête, mais tu le talonnes Frédéric avec 40,8%, et Céline, comme le disait Louis tout à l'heure, qui surfe sur la vague des minières, c'était son pôle il y a plusieurs mois, bravo. En régie, est-ce que vous avez une musique qui fait peur? Bon, alors, on met la caméra sur Frédéric et on va lui poser des questions sur son portefeuille. Vous allez nous dire, Frédéric, parce que la France vous regarde, comme vous êtes quand même sur le podium, si vous achetez ou si vous vendez ce que vous avez déjà. Prosus, on fait quoi? On garde. Schneider, électrique. Compass. Je suis vendeur. Pourquoi? Il y a mieux. McDonald's, je garde. Louis Hachette Group. On vend. Parce que
Parce que je l'avais vendu la dernière fois que je suis venu et il y a eu un petit oubli. Ouais. AMD, alors là, c'est une belle réussite. Bah, bravo. Ma théorie là-dessus, c'est que Nvidia, dans toute l'histoire de l'économie, on ne peut pas avoir une société qui détient un monopole ou un quasi-monopole, et surtout quand elle s'adresse à 4 ou 5 acteurs. AMD a pris la suite. Mais quand même, je vais être assez contrariant, j'ai bien acheté, je vais vendre. 92% de hausse. Alphabet, je garde. Micron, je garde. C'est la même thèse que AMD. Oui, c'était le rebond surtout des mémoires. 128%. Ouais. Intel. Il y a des petites histoires en ce moment autour d'Intel, donc on va garder. Alors là, je vous attends. 88% de hausse. La prochaine. Ouais, là, j'arrive pas à le lire sur le tableau. Mais heureusement, j'ai quelqu'un dans l'oreillette qui me dit PDD. Indie Audio, ouais, ça je garde, c'est pour la Chine. D'accord. Et on a Medtronic. Mais dans la santé. Qu'est-ce qu'on achète? Alors, je vais prendre dans le secteur de la santé, donc je vais réduire ce qu'on appelle le bêta, la sensibilité du portefeuille. J'ai acheté une valeur qui s'appelle... C'est quoi le bêta? Juste la sensibilité, la variation du portefeuille par rapport aux indices, si on veut faire ça. D'accord. Par opposition à l'alpha. L'alpha, la surperformance qu'on va avoir. Donc là, je vais acheter une valeur dans le secteur de la santé qui s'appelle Becton Dickinson. C'est une société très connue en France parce qu'il y a plus de 2500 salariés en France, notamment en Auvergne. C'est 77 000 personnes. Il y a 3 activités. Une activité qui est en train d'être fusionnée avec un autre acteur qui était la partie plutôt diagnostique. Il y a d'autres particularités. Il y a notamment l'activité cathéter, notamment si vous avez des problèmes. Alors, je ne suis pas médecin, mais artéropathie veineuse. En gros, c'est des problématiques de circulation au niveau des membres inférieurs. Et ils ont une technologie aujourd'hui qui permet d'insérer des cathéters et notamment par un système de vortex aspirer derrière les problèmes veineux qu'on peut avoir. J'espère que les gens sont en train de manger là, c'est bien. Donc cette valeur-là aujourd'hui est dans une process donc de scission d'activité, de cession, de rachat d'actions également. Elle n'a pas fait un parcours exceptionnel depuis le début de l'année. Donc, rattrapage. Un petit rattrapage à faire sur cette valeur. Vous avez la musique qui fait peur pour Louis? Et on peut avoir son portefeuille. On a du Snowflake. Ah, on garde. On a du Monday. On garde. Snowflake, ça a bien performé. Elastic. On garde. Pour l'instant, il est un peu mou. Elastic est tendu. Hein. MongoDB. On garde. Procore. On garde. Adyen. On garde. Salesforce. On vend. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr qu'il soit très bien positionné pour la prochaine vague d'IA. En fait, c'est une société qui a fait beaucoup d'acquisitions. Quand même, Salesforce. Donc, toutes les données sont en silo. Et voilà. Viva. On garde. CyberArk. On garde. C'est une entreprise qui est sous OPA de Palo Alto, mais payée en titre. Donc, on la porte avec Palo Alto. Non, d'accord. On la garde pour l'instant. C'est comme si on avait du Palo Alto. En fait. J'ai compris. Du Broadcom. Broadcom, on l'a recommandé la dernière fois et on garde. Qu'est-ce qu'on achète? Et un peu dans la même lignée, on va acheter Synopsys. Synopsys, c'est un logiciel de Electronic Design Automation. Donc, il y a 2 acteurs qui se partagent cette activité. Et en fait, il n'y a pas de Nvidia, il n'y a pas de Broadcom, il n'y a pas de AMD. S'il n'y a pas de l'EDA, donc Electronic Design Automation, c'est des logiciels absolument fondamentaux pour ce type pour tout ce qui est semi-conducteur. Or, on voit bien que l'activité semi-conducteur est en ébullition sur des gens qui ont un tiers de leur chiffre d'affaires qui est en royalties. Donc, c'est pas seulement je vends du logiciel, c'est aussi si les puces que tu as dessinées avec mon logiciel fonctionnent bien, bien. Et en fait, ils ont eu un problème mi-année à peu près. Ils pouvaient plus vendre en Chine et le programme d'Intel, ils ont dû faire un write-off sur une puce. Donc le titre a pris moins 35 et donc nous on pense que c'est tout à fait excessif pour une activité qui est essentiellement un duopole et avec des clients qui sont en ébullition. Donc on est acheteur. Le mot de la fin pour nos économistes, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on vit une période en France qui est particulièrement agité, si on se réfère à tout ce qu'on a vécu d'un point de vue économique? Vous parliez tout à l'heure de tous ces pays au-dessus de 100, qui étaient tous des pays qui étaient dans une agitation profonde. Est-ce que c'est le nouveau mode de fonctionnement auquel on doit s'habituer? Et est-ce que le message aux acteurs de la vie économique, mais aussi des gens qui placent leur argent, c'est de se dire, en fait, il faut faire fi des politiques? Je crois qu'il faut faire fi des politiques, mais il faut bien avoir conscience qu'il y a des problèmes de fond qui sont masqués par ces problèmes politiques. Les
l'événement de l'été, c'est quand même désormais qu'il y a plus de décès que de naissances dans ce pays. Le problème, c'est le vieillissement de la... Oui, mais ils vous disent l'IA. On s'en fout, ça. Ils vous disent l'IA va remplacer... Et puis il y a des jeunes, vous savez, c'est mon obsession. Je ne peux pas terminer une émission sans parler de Mumbai. Mon obsession étant l'Inde. Il faut aussi se déployer vers les pays qui sont en pleine croissance. Et ce que je trouve le plus désolant dans tous les problèmes politiques, c'est qu'on parle encore de problème de la retraite et qu'il y a encore dans le paysage politique français des gens qui vous annoncent que normalement on devrait pouvoir partir à la retraite à 60 ans. Alors je veux bien que l'IA apporte des gains de productivité considérables, mais il y a quand même un certain nombre de réalités dont il va falloir tenir compte. Historiquement, ce qu'on vit est très différent de ce qu'on a déjà vécu. Parce que vous avez tous cité tous ces pays où il se passe plein de choses. Denis, tu parlais du Japon. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on est au cœur de l'actualité qu'on a l'impression qu'il se passe énormément de choses, ou est-ce que c'est business as usual? Non, mais je pense qu'il faudra regarder à nouveau la façon dont on avait fait un ajustement budgétaire extrêmement important. Pour revenir sur l'histoire, c'était en 58. Après arrive le plan Armand-Rueff. Et en l'espace de 3 ans, on remet les compteurs à peu près d'équerre sur les finances publiques dans un environnement où il y a de la croissance. Mais surtout, ce qui était très important, et la leçon principale, me semble-t-il, qu'il faut tirer, et que l'on doit aussi tirer, par exemple, d'un cas comme le Portugal, c'est qu'en fait, quand on doit réfléchir maintenant, parce qu'on est devant des échéances fortes, quand on doit réfléchir sur les finances publiques, on doit réfléchir à l'économie en même temps. Réfléchir à la finance publique toute seule, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment l'économie qui va nous permettre de sortir des finances publiques. Et là, il y a des pays européens qui avancent sur l'investissement et nous, on prend du retard. Ouais, et ben ça, c'est pas gagné. Alors, merci de nous avoir suivis. Bon week-end quand même. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui, cette fois-ci, sera vraiment exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous voir, nous revoir en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Le but, c'est qu'on batte notre record en 2025. C'est votre argent sur BFM Business.